À quel moment vraiment commence le cinéma de science-fiction? Est-ce que c'est dès 1895 avec des films comme La charcuterie mécanique? Est-ce que c'est les films de Méliès? Est-ce que c'est Himmel-Skibet? Est-ce que c'est Métropolis? Il y a un candidat très sérieux pour le rôle de véritable précurseur de notre genre préféré, et ce film, c'est Flash Gordon! Flash Gordon de 1936. C'est notre film d'aujourd'hui à Pourquoi c'est bon. Je dis film, mais en vérité, comme vous le savez probablement, c'est plutôt un feuilleton en 13 parties. C'est basé sur les bandes dessinées publiées dans les journaux, les bandes dessinées de Alex Raymond. Et qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est les aventures invraisemblables de notre héros et champion de polo, Flash Gordon. C'est le fils du professeur Gordon. Et le professeur Gordon, il a découvert dans son observatoire que la Terre est sur le bord d'être détruite par une planète qui fonce drette sur nous autres. Ça va pas bien du tout. La Terre est condamnée, c'est certain. Et la seule personne vraiment qui a une théorie qui pourrait permettre de sauver le monde, c'est le professeur Zarkov, le collègue du professeur Gordon, mais personne n'a entendu parler de lui. Ben, vu que la Terre est sur le bord de crever, Flash Gordon, il prend l'avion et décide de rejoindre son père pour les derniers instants de la planète. À ses côtés, il y a la sémillante Dale Arden, qui va devenir sa coéquipière, son amoureuse, sa compagne de tous les instants, une fille très cool. Ce qui est moins cool, pas cool du tout en vérité, c'est que leur avion s'écrase à cause des pluies de météorites et tout le monde est obligé de prendre le parachute et de sauter en parachute, et ils atterrissent essentiellement direct sur la tête du professeur Zarkov. Son plan à lui, c'est de prendre la fusée qu'il a bâtie de ses mains fines et agiles et d'aller sur la planète Mongo et sur place de trouver une manière de dévier la planète ou de la faire exploser, en tout cas, là, de changer les plans maléfiques de la planète. Ben c'est ça, il part en fusée, le Zarkov avec Flash Gordon et Dale Arden, et ils atterrissent sur Mongo, et sur Mongo, ils découvrent le maléfique, et j'achève mon résumé là-dessus, parce qu'autrement on en aurait pour une journée au complet. Ils découvrent le maléfique empereur Ming, Ming sans merci, et sa fille, la princesse Aura. Ming, il veut détruire la Terre, conquérir l'univers. Flash Gordon va devoir affronter avec ses copains, il va devoir affronter l'empereur maléfique Ming, et il va être aidé par le vulcan, là, l'homme oiseau, le prince Barine. Ils vont affronter les hommes lions, les hommes requins, un paquet d'affaires. Il n'y a rien qui affronte pas là-dedans. Est-ce qu'ils vont parvenir, ceci dit, à sauver la Terre? Est-ce que la Terre est condamnée à périr aux mains du diabolique et redoutable empereur galactique Ming? Une seule manière de le savoir, c'est d'écouter Flash Gordon. Ça vaut la peine, c'est super bon. Et sans plus tarder, pourquoi c'est bon? Ben, c'est bon, comme toujours, pour 3 raisons. La première, c'est que Flash Gordon, c'est vraiment un triomphe de l'imagination et c'est une cristallisation, en quelque part, de tous les lieux communs qui sont en train de se placer depuis plusieurs décennies dans la science-fiction. C'est une copie de Buck Rogers, déjà en partant, qui est sorti quelques années avant. C'est aussi une copie, par l'entremise de Buck Rogers, des aventures de Jack Carter, des trucs d'Edgar Rice Burroughs. Un aventurier va sur une autre planète, découvre un empereur, un empire galactique qui est à mi-chemin entre l'Atlantide puis Rome, ce genre de trucs-là, puis il affronte des races bizarres, puis il y a des combats un peu de heroic fantasy. Donc c'est à peu près ça le principe. On a tout là-dedans. On a des fusées, on a des voyages interplanétaires, on a un empereur maléfique, on a des prêtresses avec des pouvoirs étranges, on a des grands prêtres qui complotent évidemment, il y a plein de races extraterrestres, il y a des rayons mortels, il y a des rayons d'invisibilité, il y a des combats aériens, il y a des combats sous-marins, il y a des combats souterrains, il y a des combats d'épée, des combats de rayons laser, il y a des combats contre des gorilles de l'espace, il y a des combats contre des tigres. Flash Gordon affronte un tigre à main nue. Flash Gordon affronte une pieuvre à main nue. Alors quand ton héros affronte une pieuvre à main nue, c'est que tu es dans un bon film. Voilà, donc la preuve est démontrée, c'est scientifiquement démontré. Bon, demandez à Bela Lugosi dans Breath of the Monsters ce qu'il en pense. Il y a quand même un petit débat, mais moi j'aime ça, Breath of the Monsters, voilà, je l'ai dit. Il n'y a rien qu'il n'y a pas dans ce film-là, je continue la petite liste. Il y a des trahisons, des complots, il y a de la concupiscence, il y a des cachots, il y a des cavernes, il y a des catacombes, il y a des astéroïdes, il y a des cités qui volent dans l'espace.
Il y a plein d'affaires de même. Puis, je mentionne au passage aussi que le niveau concupiscence, c'est pas exagéré. Là. Dale Arden, c'est pas Dale Arden, c'est la princesse Aura. Elle est vraiment très intéressée par Flash Gordon. Mais j'y reviendrai peut-être vers la fin. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en glisser un petit mot. La première affaire, donc, qui est vraiment le fun dans Flash Gordon, c'est ça. C'est tous les éléments du space opéra finalement réunis ensemble pour puis prêts à conquérir l'univers, ce qu'ils font. D'ailleurs, une des suites de Flash Gordon, je pense que c'est carrément Flash Gordon Conquers the Universe, mais histoire pour un autre jour. Deuxième raison pour laquelle c'est bon, c'est que visuellement, c'est très impressionnant pour un film des années 30. Je vous invite à comparer, par exemple, avec des films comme Just Imagine de 1930, qui est sorti 5 ou 6 ans avant. Ben ouais, c'est relativement visuellement impressionnant, mais ça fait un petit peu dur si on est bien honnête. Il est vrai que à l'époque des films muets, comme Metropolis par exemple, que j'ai mentionné tantôt, il y a eu des tonnes de films visuellement extrêmement impressionnants. Puis il est vrai aussi que les studios Universal ont produit déjà, en 1936, ils ont déjà produit Frankenstein, puis L'Homme Invisible. Donc ils ont déjà lancé leur vague de films de science-fiction, barre oblique, horreur, fantastique, à gros budget. Puis ça, c'est une production Universal apparemment, donc ça paraît que c'est une énorme production, puis ils ont vraiment réussi à transposer l'atmosphère visuelle des comics de Alex Raymond, des comics là, donc de Flash Gordon, qui sont, si vous avez eu l'occasion de les voir, absolument splendides. Ils sont légendaires, là. Splendides, là. Légendaires, les comics de Flash Gordon, à juste titre. C'est beau. Puis cette beauté-là, autant que l'imagination qui s'y déploie, cette beauté-là, elle apparaît dans le film, dans les décors, dans les costumes, principalement ça. Mais je mentionne aussi dans la partie qualité de la production que les acteurs, en tout cas moi j'ai trouvé, sont dans l'ensemble super bons. Le gars qui fait Flash Gordon, c'est Buster Crabbe. D'ailleurs, je crois qu'il joue Buck Rogers éventuellement dans un autre feuilleton que j'ai vu il y a quelques années, mais dont je me un souvenir, bon, pas terrible. Mais là-dedans, moi j'ai trouvé qu'il faisait un très bon Flash Gordon. Il joue comme un acteur des années 30, là, c'est un peu gros, là, mais sincèrement, j'ai trouvé qu'il faisait un bon Flash Gordon. La fille qui joue Dale Arden, c'est Jean Rogers, correct, là, elle n'a pas grand-chose à faire, honnêtement. Là. Le personnage féminin qui, elle, est vraiment excellente, c'est la fameuse princesse Aura. Elle est super bonne, elle est jouée par Priscilla Lawson. Parfois, elle est ennemie de Flash, parfois, elle est son alliée, parfois, elle a des jeux politiques avec son père, l'empereur Ming, donc c'est ça, il y a toutes sortes de tractations, puis de complots, puis d'affaires comme ça, puis elle s'en sort vraiment très bien. Priscilla Lawson a fait une très bonne princesse Aura, et son père, l'empereur Ming, donc, est joué par Charles Middleton. J'ai vu un commentaire en ligne tantôt d'un gars qui disait qu'il n'aimait pas du tout le jeu de Middleton, qu'il le trouvait insupportable. Écoutez, moi, je l'ai trouvé cool. Question de goût, j'imagine, moi. Je l'ai bien aimé, moi. Tu sais, il fait l'empereur pseudo-chinois de l'espace maléfique, là, c'est ce niveau-là de subtilité, mais quand on est pogné avec un rôle comme ça, on fait ce qu'on peut, puis lui, il va à fond. Je trouve que c'est ça. Moi, j'aime bien Charles Middleton dans le rôle de Ming. Il y a d'autres acteurs qui sont plutôt bons. Le gars qui fait Zarkov, là, son nom, un peu, je vous l'épargne, là, mais le gars qui fait Zarkov est bon. Le gars qui fait le Vulcan, je sais pas trop quoi, le gars avec les ailes, là, il est très bon aussi. Donc voilà, fait que les acteurs sont bons, les décors sont bons, la musique, même si je pense qu'elle est repiquée dans un paquet d'autres films, autoproduction Universal, la musique est bonne. Fait que visuellement, puis au niveau réalisation, au niveau acteur, à tous ces niveaux-là, même au niveau effets spéciaux jusqu'à un certain point, là, pour un film des années 30, là, toujours bien, là, c'est super cool. C'est sûr que les dinosaures, les monstres géants, ben, c'est des lézards avec des crêtes collées à la colle de page sur leur dos, là, comme les films à petit budget des années 50, mais là, c'est dans les années 30. Là, ils sont en train d'inventer la technologie. Fait que, pour moi, ils ont mon vote, le saut d'approbation. Et la troisième et dernière raison pour aujourd'hui, pourquoi c'est bon, c'est que ça fonctionne comme feuilleton. Puis ça, c'est pas une mince affaire du tout, c'est pas rien. J'ai essayé souvent d'en écouter en vérité. J'ai écouté un feuilleton de Batman et Robin là, au complet.
J'ai écouté un épisode de Shazam, le Captain Marvel, il y a un feuilleton. Ça, j'avais plutôt aimé, mais j'avais plutôt aimé ça. Mais j'ai écouté un épisode, mais j'ai essayé d'écouter des trucs comme genre King of the Rocket Man ou des affaires comme ça, avec le commando Cody, je pense. Là. Le gars avec les réacteurs sur le dos qui volent, il y a 3 ou 4 séries avec lui, là. Puis généralement, c'est plate à dire, mais c'est plate à mort. Là. Ça n'a pas très bien vieilli, puis ça a plutôt mal vieilli parce que de par la nature du feuilleton, c'est épisodique. Il y a un rythme qu'il faut maintenir pour conserver l'intérêt des gens dans ces productions-là. Puis le principe du feuilleton, c'est toujours que, bon, on a une prémisse, on a une série de mésaventures, puis on a ce qu'on appelle le fameux cliffhanger à la fin, où est-ce que tout indique que nos héros sont morts, ils sont dans un péril dont personne ne pourrait jamais se sortir, puis finalement, au début de l'épisode suivant, ils s'en sortent sans problème, là, c'est toujours comme ça. Mais entre ces deux crises-là, la crise du début puis la crise de la fin, le suspens, il faut remplir ça par quelque chose. Puis il faut maintenir ça pendant 13 épisodes. Puis un peu comme dans les séries de Netflix, souvent, ça commence à battre sérieusement de l'aile vers le milieu, des fois même avant le milieu. Puis ici, particulièrement si on l'écoute comme feuilleton, c'est-à-dire en prenant des pauses entre les épisodes, ce que j'ai fait, ça maintient l'intérêt pas mal tout le long. C'est en bonne partie, je pense, parce que justement, il y a tellement de variété dans l'univers d'Alex Raymond. Comme ça, j'ai mentionné, il y a les hommes requins, etc. Il y a une partie sous l'eau, il y a une partie dans les airs. Le fait est que quand on regarde Flash Gordon aujourd'hui, même si ça vieillit énormément, en même temps, ça fonctionne encore. L'intérêt est soutenu. C'est pas plate. Donc, une imagination truculente, une production, une super hyper production, j'oserais dire haut en couleur, certainement haut en noir et blanc, puis avec des acteurs hyper cool, puis un rythme soutenu qui nous maintient en haleine plus ou moins tout le long, avec des rebondissements plus ou moins intéressants pour le genre, c'est pas rien du tout. Puis j'avais en tête, je finis là-dessus pour que c'est bon, là, j'avais en tête que, tu sais, Flash Gordon, c'est un grand classique, puis les grands classiques, souvent, les gens, on les lit pas, tu sais, comme, mettons, l'Énéide ou, tu sais, Guerre et paix, il y a pas mal plus de monde qui en parle que de monde qui l'ont lu, n'est-ce pas? Puis des classiques comme Flash Gordon, la comparaison n'est pas forcée, me semble-t-il. Puis ça vaut la peine de revisiter les classiques, finalement, je pense. C'est ça ma conclusion là-dessus. Puis dans le cas de Flash Gordon, c'est pas un classique pour rien, c'est un classique parce que c'est bon. Puis si on est un amateur de science-fiction, ça vaut vraiment la peine de revisiter Flash Gordon, le premier serial de 1936. Certainement, en particulier, je vous le recommande en l'écoutant un épisode à la fois de temps en temps. Là. Le temps que vous passerez dans les bras de Dale et de Flash et du professeur Zarkov sera amplement récompensé. C'est officiel, je change la formule de mes réflexions. Je vais faire des vidéos à part où j'expliquerai un peu plus ce que je veux dire par là, mais je continue. Néanmoins, je vais continuer d'avoir mes réflexions dans le cadre de mes vidéos. La version courte pour aujourd'hui, c'est que je vais me concentrer davantage sur ce que j'appelle la trame narrative. Si vous avez vu d'autres de mes vidéos, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, mais j'ai jamais vraiment, je pense, très bien expliqué ce que je voulais dire par là. J'utilise pas l'expression pour parler de l'histoire d'un film ou d'un feuilleton, d'une série télé ou d'un bouquin, donc d'une histoire fictive, mais je veux parler de l'histoire collective qu'on se raconte, essentiellement. Donc c'est ça, je parle de la trame narrative dans une culture ou dans une civilisation. Okay. Puis ce que je veux dire par là, c'est que les termes dont on parle pour parler d'une culture font partie de cette culture-là. Okay. Puis, pourquoi c'est important? Ça fait justement partie de ce dont je parlerai largement plus en détail dans d'autres vidéos que vous écouterez si ça vous intéresse. Puis si vous voulez juste voir mes histoires où je parle de robots, vous ne l'écouterez pas. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Mais pour ici, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que Flash Gordon est, à mon avis, un des piliers de la trame narrative occidentale, c'est-à-dire en bonne partie anglo-saxonne, sur le péril jaune, / le racisme, / l'antiracisme. Alors, je sais que ce sont des sujets épineux et polémiques, mais c'est justement pour avoir des outils intellectuels pour aborder ces sujets-là de manière constructive que je cherche à développer des outils comme la trame narrative.
on peut observer là-dedans trois choses. Premièrement, l'empereur Ming est une sorte de Chinois. Okay. Puis c'est une sorte de Chinois inspiré par Fu Manchu. J'ai vu ça sur Wikipédia tantôt apparemment, mais ça paraît, là. Okay? Mais c'est clair que Ming est dans la lignée de personnages de style Fu Manchu. Puis Fu Manchu, c'est l'incarnation du péril jaune. Okay? Donc, puis le péril jaune, c'est un concept qui était très, très, très répandu dans la littérature populaire britannique, biblique, américaine, mais ça s'est aussi répandu dans tout ça, certainement en France, avec Bob Moran, avec le L'Ombre jaune. Ben, c'est ça, donc le concept de l'Asiatique maléfique qui veut conquérir le monde, okay? Et ou renverser l'Empire britannique. Puis évidemment, c'est toujours un génie du crime maléfique, manipulateur, traître et fourbe, souvent, pas toujours traître et fourbe, mais il y a certainement toujours des plans diaboliques. Puis le premier élément, c'est que oui, clairement, le péril jaune, c'est un mème qui existe, puis on le voit dans un film comme Flash Gordon. Mais le péril jaune, comme je le mentionne, c'est aussi un concept qui existe dans la culture. C'est une expression qui est employée non seulement parce qu'ils croient à cette menace-là, okay? Donc non seulement c'est employé pour ça, mais c'est aussi employé pour critiquer cette croyance-là. Donc les gens vont... Puis en vérité, à notre époque, c'est beaucoup plus répandu de trouver des gens, quand ils emploient une formule comme le péril jaune, pour dénoncer la mentalité qui veut que... Par exemple, c'est ça, des mèmes du type « le méchant étranger qui veut conquérir le monde ». Okay? Mais on remarque ici que j'ai dit « le méchant étranger ». Puis quand on en parle aujourd'hui, il y a un bon logique que je viens de faire, qui est fait, qui est de dire « ouais, c'est les Chinois et toutes les autres cultures ». Le péril jaune représente, okay, l'autre maléfique, essentiellement. Les anglo-saxons en parlent « the other », ils en parlent comme ça aujourd'hui. Puis avec l'idée que, non, l'autre c'est bon, la différence c'est bon, fait que le péril jaune représente en fait une mentalité d'une autre époque qui refuse la différence. Hein? Donc une mentalité, en vérité, que chérissent encore les méchants racistes, n'est-ce pas, qui s'opposent à la vertu par obscurantisme et par refus du progrès, etc. Puis justement, tout ça, c'est la trame narrative contemporaine par rapport... Ça fait partie donc de la trame narrative contemporaine actuelle qu'on a sur les questions de rapport entre les cultures, puis de regard qu'on peut porter sur d'autres cultures. Mais, puis ma conclusion par rapport au sujet-là aujourd'hui, parce que tout ce que je fais, c'est de présenter rapidement, puis je l'avoue peut-être un peu grossièrement, là, les traits que je vais aborder ou que je compte aborder beaucoup plus en profondeur dans des vidéos à part sur des concepts de trame narrative. Puis, pourquoi? Parce qu'il y a un piège là-dedans. Puis le piège, c'est utiliser les outils que, en guillemets, le pouvoir en place utilise pour se justifier, pour tenter de critiquer ce régime-là. Okay. Ça, c'est la version courte. Okay. Donc, c'est utiliser des outils... c'est utiliser des outils d'aliénation pour lutter contre l'aliénation. Puis ça ne peut pas marcher. Parce que les outils d'aliénation, leur seule fonction, puis ça fonctionne dans tous les cas essentiellement, encore une fois, je fais vraiment la version courte, là, ça va me prendre longtemps à expliquer ça. Mais tout le principe, c'est que c'est des blocs de concepts dans notre structure psychique qu'on utilise pour bâtir notre pensée. On bâtit notre pensée au-dessus de ces blocs-là. Puis ces blocs-là sont les éléments de l'idéologie dominante qui sont logés là pour ne pas être visibles et donc pour ne pas être remis en question. Puis quand on regarde des discussions aujourd'hui sur les soi-disant déconstructions, là, les trucs décolonialistes dans les universités américaines, puis ce mouvement-là qui s'est répandu partout en Occident, ben ça se présente comme un mouvement qui utilise ce genre de méthode-là, ce genre de pensée-là pour soi-disant déconstruire le racisme systémique dans les pensées. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'ils font 100% le contraire. Je regrette de le dire. Je sais que ça a l'air polémique, là, mais ça ne produit pas l'effet recherché. Et à mon avis, ce que ça fait en vérité, c'est que ça renforce significativement l'aliénation que ça cherche à déconstruire. Les pistes seraient, OK, oui, on va aller voir des occasions dans la culture, des exemples dans la culture où est-ce que
le péril jaune est représenté. Encore une fois, l'ombre jaune, Fu Manchu, l'empereur Ming, sûrement qu'on en trouverait d'autres. Mais on veut voir, OK, on veut s'assurer, est-ce que c'est toutes les cultures qui ont des méchants comme ça? Est-ce que toutes les... Parce que, dans la manière dont on en parle présentement, c'est un peu l'idée de... On sait bien, les méchants racistes systémiques dans les films, ils mettent toujours des gens d'autres ethnies, peu importe, là, pour représenter les méchants. Puis c'est pris pour acquis, ça. Okay? Puis dans le cas puis je pense que c'est beaucoup basé sur le mème du péril jaune, parce que là, oui, c'est vrai que pour les Chinois, ça s'est fait. Mais est-ce que c'est vrai, par exemple, que pour les Noirs, là, qui sont certainement victimes de racisme extrêmement systémique à tout le monde aux États-Unis, là, ça c'est incontestable. OK, ben est-ce qu'il y a beaucoup de Noirs méchants dans les films hollywoodiens? Mettons, est-ce qu'il y a l'équivalent d'un péril noir comme le péril jaune là-dedans? Ben non. Puis pourquoi il n'y en a pas? Okay. Bon. Fait que ce serait ça, les genres tu sais, il y a des pistes importantes là, de réflexion qui peuvent nous faire croire que peut-être que nos hypothèses ne sont pas toujours forcément bien fondées. Encore une fois, là, j'ai l'air de cafouiller un peu, mais c'est parce que c'est des sujets hyper épineux puis hyper complexes, puis j'en ai pour un bon grand bout de temps à rentrer dans le détail de pourquoi je trouve ça important, puis c'est toujours un peu glissant et délicat d'en parler rapidement. Puis c'est délicat précisément parce que notre pensée est édifiée au-dessus de blocs idéologiques avec des concepts qu'on prend pour acquis. Et puis encore une fois, ces concepts idéologiques-là, ces pierres d'assises idéologiques-là, sont faits pour obscurcir l'idéologie. C'est un mécanisme de colonisation psychique, j'oserais dire. Fait que là, on est loin du space opéra, mais ma piste de réflexion, ça va être dans cette direction-là là, que ça va aller, mais j'espère avec plus de finesse et de profondeur que ce que j'ai pu faire ici rapidement, où est-ce que je fais juste brosser quelques grandes lignes. Puis je n'ai même pas parlé, par exemple, du fait que il y a pour chaque... puis là, c'est vrai que je finis là-dessus, puis après ma recommandation. Pour chaque Chinois maléfique dans les films des années 30, il y a un Chinois bénéfique. Il y a un bon Chinois, en particulier. Il y a toute une série de détectives asiatiques, Charlie Chan, une série de films avec Warner Holland, qui sont super bons, les films de Charlie Chan avec Warner Holland, mais ça a hyper gros pogné. Puis après, parce que ça a pogné, bon, il y a eu des séries comme Monsieur Moto, puis Monsieur Wong. Voilà pourquoi, donc, est-ce que, oui, il y a le péril jaune, mais que représente dans la psyché collective cette psyché dominante et impériale? Peut-être, je sais pas, là, tu sais. Pourquoi est-ce que dans cette culture-là, qui véhicule l'idée du péril jaune, on véhicule en même temps le sage détective oriental? Qu'est-ce que ça représente? Mais il y a plein de pistes de réflexion là-dedans, tu sais. Puis si on trouve que il y a des rapports sociaux malsains ou des injustices collectives malsaines contre un groupe ou contre l'autre, y compris le groupe dominant, si on veut, peu importe, là, tu sais. Ben, puis si on veut réfléchir à tout ça, ben, voilà. Je crois que ce genre de réflexion que j'ai vaguement cafouillé aujourd'hui, ce genre de réflexion est hyper importante. Okay. Donc... on verra. Ben, je pense qu'il y a une piste importante, très, très importante là-dedans. Fait que, comme nos feuilletons, c'est à suivre. Puis ma recommandation pour aujourd'hui, c'est Flash Gordon, mais de 1980. Ben, peut-être que vous vous doutiez que j'allais en parler. Le Flash Gordon de 1980 de Mike Hodges. Je l'ai vu des tonnes de fois quand j'étais petit. C'est celui avec la musique de Queen, puis avec, comment il s'appelle, Max von Sydow, en tout cas, qui fait l'empereur Ming. Il est tristement bon là-dedans. Il y a, ouais, ça c'est Sam Jones, qui fait Flash Gordon. Il y a Topol, qui fait Zarkov. Il est super bon. Brian Blessed, Gordon is alive. Brian Blessed, qui fait Vulcan le Moiseau. Timothy Dalton, qui fait le Prince de Barine. Donc c'est cool en crise. Il y a Peter Wingard aussi, qui fait le gars avec un masque, là. C'est rempli bord à bord, Flash de 1980, de trucs hyper cool. Ils ont augmenté considérablement aussi le coefficient érotique, là, j'oserais dire, du film. Mais
en regardant là, le feuilleton des années 30, puis en comparant, j'ai été surpris de voir à quel point, ouais, ce côté-là érotique, il a toujours été là finalement, puis beaucoup des éléments du film de 1980 sont repris à toute fin pratique directement du film du serial de 1930, puis c'est à la fois une comédie, un pastiche, un hommage bien senti, puis, tu sais, un remake à gros budget, là. C'est un peu comme le premier film de Star Trek, ou le deuxième, si on veut. Les films de Star Trek sont des versions gros budget d'une série à petit budget des années 60. Ben, c'est ça, le Flash Gordon des années 80, ça torche. Si vous ne l'avez pas vu aussi, mais probablement que vous l'avez vu, mais si vous n'avez pas vu, je vous recommande aussi d'aller jeter un petit coup d'œil à Ted, là, la comédie avec le nounours animé. Là. Il y a une référence bien sentie à Flash là-dedans. Là. Très, très, très cool. Mais voilà, recommandation pour aujourd'hui. Flash Gordon, je suis sûr que la plupart d'entre vous l'avez déjà vu, ou plusieurs d'entre vous, mais... moi, ça fait un bout que je l'ai vu. Là, je suis dû pour le réécouter. Est-ce que c'est bon? Puis, le Flash Gordon de 1936 aussi. Pourquoi c'est... aussi, c'est super bon. Et pourquoi c'est bon? Parce que... parce que notre vénérable ancêtre de la science-fiction, Flash Gordon, Flash Gordon, c'est à toute fin pratique le grand papy de la science-fiction moderne. Puis pour un vieux papy, il est encore capable.